Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Axegio Neon N3. L'Axegio Neon N3, un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter très récemment lors d'une vidéo de déballage. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test et c'est bien de ce mobile dont il s'agit, celui que vous voyez tout de suite devant vos yeux. L'Axegio Neon N3, comme son nom le laisse supposer, c'est la troisième génération de l'Axegio Neon, un mobile qui, en théorie, devrait avoir un look qui ressemble au premier et au deuxième. Eh bien, absolument pas du tout. Absolument pas, puisque le N3 est absolument au contraire différent du N2, qui lui-même était d'ailleurs différent du N1. Axegio, c'est une marque qui n'a pas encore créé d'identité visuelle, stylistique, graphique. C'est une marque qui, par contre, a réussi depuis quelque temps à essayer d'imposer sur son propre matériel une surcouche Android qui s'appelle Neonado. Pour le coup, ici, on est sur Android 4.4.4, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, donc lorsque je parlerai de la partie logicielle, système d'exploitation. Mais voilà, sachez que ce téléphone est donc décliné, disponible en deux versions de système d'exploitation. Par contre, en termes de coloris, il n'est disponible qu'en une seule couleur, celle que vous avez devant les yeux, c'est-à-dire en gris sombre, gris anthracite. Voilà, donc ça c'était rapidement pour vous évoquer quelques détails sur ce téléphone. Autre point qui a quand même son intérêt, c'est que ce téléphone est distribué, commercialisé par tinydeal.com. Tinydeal.com qui visiblement est une des nombreuses filiales du groupe qui détient Axegio. Donc finalement, vous voyez, on est un petit peu dans la même famille. Axegio, c'est une marque qui est née d'un groupe, qui a été créé par un groupe qui détient également le vendeur, tinydeal.com. Donc tinydeal.com, boutique en ligne sur laquelle vous pourrez tout simplement acheter ce téléphone et le faire importer notamment en France, sachant que ce téléphone vaut hors frais de TVA, donc hors frais de douane, 155 €. Frais de port inclus, par contre ça c'est déjà un bon point. Avec la TVA et les frais de douane, on arrive à peu près aux 200 €. Donc voilà, sachez que effectivement quand vous commandez ce téléphone, si vous avez envie de vous mettre en conformité avec la législation de votre pays, vous devrez tout simplement payer des frais de TVA. En France, au final, on arrive à un prix qui est sensiblement dans les 200 €. Voilà, donc ça, c'était pour vous faire la petite parenthèse en termes de prix. Clairement, on est sur un téléphone qui, par son prix, voilà, est plutôt positionné en moyenne gamme. Entrée de gamme, moyenne gamme. Et vous allez voir qu'en termes de performance, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt à la fin du moyenne gamme, plutôt tendance haut de gamme. Bon, c'est tendance, hein. Je vous dis tendance haut de gamme, c'est pas la réalité, mais c'est un mobile qui en a en tout cas pas mal de prétentions. Alors on va faire le petit tour du propriétaire, on va notamment s'attarder sur l'esthétique. Alors je vais commencer tout de suite par le dos du téléphone dont j'ai retiré le cache batterie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait ce cache batterie est très difficile à enlever, au risque de se défoncer tout simplement les ongles. Le cache batterie en fait est en métal, comme le reste du téléphone, et ça c'est un bon point, hein, c'est un bon point à mettre au compte de ce téléphone. Le design est vraiment en métal, hein, c'est pas du plastique imitation métal, sauf que lorsque vous voulez enlever le cache batterie, vous allez vous faire un petit peu mal, il y a vraiment un coup à prendre, mais bon, ça c'est une conséquence peut-être un petit peu négative, mais qui n'a pas vraiment d'impact parce qu'on n'enlève pas son cache-batterie toutes les 2 minutes 50. Bon voilà, vous l'avez remarqué, le cache-batterie à l'intérieur revêt le vrai coloris métal. Hein. À l'extérieur, voilà, on sent qu'il y a un habillage sur le métal, mais c'est bien du métal, voilà. Donc à l'intérieur du téléphone, pour faire le petit tour, donc là on est à l'arrière du mobile, on voit donc les deux emplacements de carte SIM. Carte SIM 1 qui se met en transversale, carte SIM 2 qui se met en longueur, on va dire ça comme ça. Il y a aussi la carte micro SD qui vient se placer au-dessus de la carte SIM numéro 1 ici. On a une batterie ici qui prend place, qui de mémoire fait 2500 mAh, mais j'y reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de l'aspect autonomie de ce mobile. Donc je reprends juste ma fiche pour éviter de vous dire une bêtise. Oui, c'est bien ça, 2500 mAh, une batterie qui semble être au format Axegio Neon N3. Bon, à savoir si c'est peut-être une batterie utilisée par de nombreux mobiles, quoi qu'il en soit. La batterie est extractible, ça aussi, c'est un bon point. Donc si on remet le cache batterie à l'arrière, vous allez le voir, il y a aussi un petit coup à prendre. Voilà, hop. Alors une fois par contre que le cache batterie est bien mis, alors là il bouge plus, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un truc à se défoncer les ongles. Il est vraiment bien placé, il n'y a pas de jeu dans les éléments. Donc bon point sur cette notion de niveau de finition. Voilà, au niveau de la qualité de fabrication, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt bien fait, plutôt sympathique. À l'arrière du mobile, on retrouve un capteur photo de 13 mégapixels accompagné de son flash LED. On retrouve ici un petit bouton en fait qui n'est pas vraiment un bouton, qui est juste là pour vous permettre de déclipser le cache batterie arrière. Alors, ça n'a pas d'autre utilité. Le cache batterie arrière a un tout petit peu de mollesse, ce qui permet d'atteindre la batterie qui se trouve derrière. Voilà, ça manque peut-être un petit peu de rigidité. Si le cache batterie avait eu peut-être un petit socle en métal supplémentaire au milieu, c'est-à-dire des croisillons de renforcement, on n'aurait peut-être pas eu cet enfoncement-là. Ça aurait peut-être été un petit peu mieux au niveau de la rigidité du mobile. Je parle de la rigidité arrière du mobile parce que le mobile en lui-même, il est plutôt rigide. Voilà, donc là, on a aussi un bon point. Donc c'est assez sympathique. Niveau de finition, assez sympathique donc aussi. Entrée micro primaire en dessous du mobile.
Sur la face avant du mobile, hop, si j'arrête de décaler toutes les icônes, sur la face avant du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve un écran de 5 pouces, résolution HD sur lequel je vais revenir, écouteur, capteur de luminosité de proximité, caméra frontale 5 mégapixels. En dessous du mobile, on retrouve ici 3 touches sensitives qui ne sont pas rétroéclairées. On a le menu contextuel, on a l'accueil, on a le retour. Hop. Sur le côté gauche du mobile, on n'a strictement rien. Sur le dessus du mobile, on a le jack 3.5, le micro USB pour tout simplement charger le mobile, mais aussi le connecter en filaire et donc échanger, synchroniser des fichiers en filaire. Hop. On retrouve également sur le côté droit du mobile un bouton de contrôle de volume, pardon, plus moins ici, et un bouton on-off. Sachant que, et vous allez l'entendre je pense, voilà, il y a un tout petit peu de jeu. Il y a un tout petit peu de jeu dans les éléments. Donc ça, c'est un petit point de finition qui, par contre, est perfectible. C'est-à-dire que tout le mobile est bien construit, bien agencé, bien fini, on va dire. C'est du bon métal, bien sympathique. Sauf que là, les boutons, il y a un tout petit peu de jeu, donc ça aurait mérité une meilleure rigueur au niveau de la conception. Parce que je pense que voilà, c'est juste parce qu'il y a un micron de trop au niveau de l'entourage du bouton pour permettre de bien le caler. Donc bon, voilà. Mais au niveau de l'usage, ça nuit en rien puisque vous pouvez allumer assez facilement et éteindre assez facilement votre mobile et contrôler le volume. Le volume, c'est exactement la même chose. Voilà, il n'y a absolument aucun problème au niveau du contrôle de volume. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour du propriétaire. Ce mobile n'est décliné que dans sa version grise, celle que vous voyez tout de suite. Il n'y a pas de version blanche, noire ou autre. C'est uniquement cette version qui est proposée sur le Neon N3. Et ça s'arrête là. Grosso modo, c'est un mobile qui présente bien. Voilà, j'insiste bien sur ce point-là, parce que c'est vraiment un de ses points forts. C'est vraiment la présentation, c'est le design. C'est vraiment clairement un de ses points forts. Un mobile qui, lorsque vous voulez taper un SMS, forcément vous allez le tenir à deux mains, parce qu'il a un écran de 5 pouces, et donc des dimensions qui sont en conséquence. Alors d'ailleurs, si je parle de dimensions, alors quelles sont-elles? Alors de manière très factuelle, je vais vous les donner. Je vais vous les donner en centimètres. 14,3 cm de long, 7,1 cm de large et 9 mm d'épaisseur, donc 0,9 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids que j'ai moi-même vérifié de 172 grammes, alors que le constructeur revendiquait lui-même un poids de 174 grammes. Donc c'est un bon point, le constructeur n'a pas menti sur le poids de son mobile. Et ça fait plaisir parce que bon, les constructeurs chinois de temps en temps, ils s'autorisent quelques petites souplesses au niveau des spécifications qui sont évoquées pour les mettre un petit peu au meilleur sens pour eux. Voilà, donc bon, ça c'était pour l'esthétique, on est plutôt sur quelque chose de positif à ce niveau-là. Au niveau de l'image et du son, alors on est clairement sur un écran donc 5 pouces, un écran 5 pouces doté d'une résolution HD, donc on n'est pas sur du Full HD, mais on n'est pas non plus au niveau de prix que pourrait avoir un téléphone avec écran Full HD, donc on est sur un écran de 1280 pixels par 720 pixels, ça c'est sa résolution, un écran de 5 pouces avec une résolution HD Ready, et bien ça nous donne une densité de 293 pp. C'est pas mauvais en soi parce que ça donne tout simplement une image qui reste relativement qualitative, donc de bon goût. Alors, on va tout simplement lancer une petite vidéo YouTube pour vous donner une petite idée. Hop, on y va. On va se faire une petite recherche en tapant correctement, c'est quand même un peu mieux. Voilà. Hop, GoPro. Hop, on se lance une petite vidéo. Vous le savez, je suis très fan de cette caméra sportive, avec laquelle d'ailleurs Étienne et moi et Raphaël avons filmé le MWC. D'ailleurs, pour information, on avait chacun sa GoPro. Et ben on s'est fait plaisir, et donc comme quoi on aime bien ce matériel. Alors, fin de blabla, on lance la petite vidéo. Le son est procuré donc par ce haut-parleur, qui procure, vous allez le comprendre, un son très puissant. Donc vous l'entendez bien, je suis en train de masquer le son volontairement pour vous faire comprendre qu'il vient de l'arrière. Voilà, un son très puissant. Et au niveau de la qualité d'image, eh bien je vous laisse vous faire votre propre idée. Hop. Bon, en rapprochant le téléphone, ça sera peut-être un peu mieux quand même. Au passage, je tourne un petit peu le téléphone pour vous donner une idée des angles de vision. Donc on est aussi sur des bons angles de vision. Donc un bon 720p, sur lequel finalement il n'y a pas grand chose à reprocher, si ce n'est que pour avoir un véritable confort de lecture, de visionnage, eh bien il vous faudra mettre la luminosité à 100%. En tout cas, du moins, c'est mon avis. Pour vraiment être à l'aise avec cet écran, moi perso, je l'ai mis à 100% en termes de luminosité. C'est-à-dire que j'ai désactivé le mode automatique, ce que de toute façon je fais systématiquement sur tous les mobiles que je teste, et plus particulièrement mes mobiles perso. Et bien ce téléphone, voilà, forcément j'ai mis à fond la luminosité pour bien essayer d'avoir un vrai confort. Donc vous l'avez compris, finalement on est sur du très bon. Au niveau de l'écran, à ce niveau de prix, j'insiste vraiment, c'est à ce niveau de prix, il faut être raisonnable aussi, toute proportion gardée.
mis à part l'aspect luminosité. Pour le son, le haut-parleur donne un son puissant, l'écouteur donne un son tout à fait clair lorsque l'on est en conversation, et le jack 3.5 donne un son tout à fait classique. On ne s'attend pas à autre chose qu'est-ce que l'on a ici avec ce jack 3.5 tout simplement. Donc le son en lui-même n'est plus un problème, et de toute façon, depuis déjà quelques mois, on a du mal à trouver des constructeurs qui ne savent pas faire leur travail sur ces aspects-là. Ce sont devenus des composants tellement basiques que les constructeurs aujourd'hui, faut vraiment en vouloir pour faire du mauvais travail à ce niveau. Alors, au niveau des performances, c'est la troisième partie de la première partie matérielle, au niveau des performances, que peut-on dire de ce mobile? Eh bien c'est un mobile qui est relativement performant pour son prix. Si on lance notamment Antutu, en espérant qu'Antutu ait gardé le score. Ce qui n'est pas dit, hein, puisque j'ai rééteint, redémarré plusieurs fois le téléphone, enfin éteint et redémarré plusieurs fois le téléphone. Voilà, donc pour le coup, le score n'a absolument pas été gardé, ce qui est bien dommage. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais vous le dire, le score que j'ai obtenu avec ce téléphone, est un score de 30 300 points. Donc 30 300 points, c'est le score, on va qualifier ça de fin de moyenne gamme, début de haut de gamme en 2014. Ça reste encore un très très bon score en 2015, pardon, 2015, on est déjà en 2015, le temps passe vite. C'est un bon score, c'est un bon score. Voilà, c'est pas non plus mirobolant parce qu'aujourd'hui, en 2015, on voit des ultra haut de gamme qui arrivent à 50 000 points et plus, mais c'est un bon score malgré tout, et je peux vous garantir que vous êtes en mesure de faire tourner n'importe quel jeu 3D sur ce mobile. Donc je vais vous faire voir d'ici quelques minutes Asphalt 8. Là, si je lance Epic Citadel, donc qui va me permettre tout simplement de vous montrer aussi la qualité d'image en jeu et de valoriser mon propos, à savoir combien d'images par seconde sont affichées par ce mobile. Est-ce qu'il affiche une image fluide, notamment dans des jeux 3D, ou pas? Alors Epic Citadel présente la particularité, bon certes de n'être qu'une démo de jeu vidéo, puisqu'elle n'utilise en fait, ça n'est pas un véritable jeu vidéo, c'est une démo technique du moteur graphique Unreal Engine pour mobile. Mais on le voit ici, on voit notamment le nombre d'images par seconde, appelé FPS, Frames per Second en anglais, IPS en français, images par seconde, et on voit que ce score oscille entre 30, 40, 50 et maintenant 60. Et bien clairement, le score obtenu par ce téléphone moyen, le score moyen obtenu en mode haute qualité graphique, pardon, c'est l'inverse de haute performance, c'est-à-dire les graphismes à fond, eh bien, est de 49. Donc on a 49 images par seconde affichées avec ce mobile sur cet écran 720p. C'est un bon point, l'image est, vous le voyez de toute façon, vous le voyez vous-même, fluide. Hop. Donc ça, c'était pour vous parler des performances. Donc ces performances, elles sont liées à des composants, bien sûr. Alors, on va prendre Antutu, on va revenir sur Antutu, on va regarder les infos qui nous sont communiquées par Antutu. Donc ce téléphone est bien le Axegeo Neon N3, il est bien doté d'Android 4.4.4 sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Il est doté d'un processeur qui est un processeur MediaTek MTK, donc MediaTek MT6532, c'est un processeur 4 cœurs, donc cadencé à 1,5 GHz. Autre bon point de ce téléphone, et c'est sans doute ce qui lui permet d'être aussi à l'aise finalement avec les jeux 3D, c'est son processeur graphique qui est un des derniers nés de Mali, donc c'est le Mali T760. Bon point, clairement bon point, parce que je me souviens qu'à une époque sur ce genre de mobile, on aurait facilement trouvé du Mali 400 MP, voire MP2 au mieux, ce qui était un vrai nanar, c'est-à-dire que maintenant on est en 2015, on a dépassé 2014, fin 2014 déjà avoir un Mali 400 c'était pas terrible, en 2015 c'est inacceptable, là aussi, là rien du tout, là on a de la chance, on est sur le Mali T760, bon point donc. À côté de ça, on a de la RAM, forcément. Et bien, on a 1 Go de RAM. Bon, c'est clair qu'on aurait préféré avoir 2 Go de RAM sur ce téléphone, comme on aurait préféré en avoir 3, 4. Hein. Bon, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez de la RAM, vous voulez toujours en avoir plus. Au final, la RAM, elle sert à quoi? Elle sert principalement à faire tourner plusieurs tâches en même temps. Donc, c'est le multitâche qui est géré par la RAM. 1 Go de RAM, ça reste quand même le minimum syndical aujourd'hui, en 2015. À mon avis, sur un mobile. Voilà, un mobile Android. Sur les Windows Phone, on peut se permettre d'avoir du 512 encore. Mais sur un Android, en 2015, quand vous achetez un mobile neuf, il faut vraiment qu'il soit doté d'1 Go de RAM, sinon, ben voilà, il est plus dans la course, quoi. Alors, je vous ai parlé des performances, je vous ai parlé de composants. Donc maintenant, on va rentrer tout simplement sur pas une démo, mais cette fois-ci sur un jeu vidéo, le jeu vidéo Asphalt 8, tout simplement, qui est lui un jeu gourmand, mais très gourmand, ça vous le savez, qui figure encore dans le top 10 des jeux les plus gourmands en performance, en ressources 3D. On va baisser le son, hop, on y va, on va faire une course. Ça va vous permettre de vous faire votre propre idée sur, hop, merci Asphalt 8, merci Gameloft qui met de la pub dans ses jeux à mort. Déjà que le free-to-play, ça ne rapporte pas assez. Et on va donc, hop, lancer une petite séquence de course. Ou pas. En théorie, si.
temps de chargement relativement long hein, chez Asphalt 8 à chaque fois hein, sur les jeux. Hein, sur tous les mobiles, c'est toujours la même chose. Voilà, élimination d'un concurrent. Vous l'avez vu, c'est fluide. Pas de problème au niveau de la fluidité du jeu. On est quand même avec pas mal d'objets, notamment des voitures, véhicules concurrents, sur des univers qui sont des univers 3D avec de belles textures. C'est bien travaillé. On est en mode qualité graphique élevée, hein, j'insiste bien là-dessus. Je ne vous l'ai pas indiqué, mais on est bien sur le graphisme au maximum proposé par ce téléphone, proposé par ce jeu, pardon. Vous l'avez vu, c'est fluide, il n'y a pas de ralentissement au niveau de l'image. Un concurrent qui a essayé de m'attaquer dans le dos, le petit traître. Voilà, vous l'avez vu, je conduis bien sûr à l'accéléromètre, ce qui me permet aussi de vous dire, boum, ah je croyais que j'allais me planter, ce qui me permet aussi de vous dire que bien sûr on a dans ce téléphone un accéléromètre. Et on va s'arrêter là. Vous l'avez compris, Asphalt 8 fonctionne à merveille, donc imaginez-vous que tous les jeux 3D fonctionneront aussi parfaitement sur ce mobile, et bien sûr, qui dit gros jeu 3D qui fonctionne, et bien dit que toutes les applications disponibles sur Play Store, hein, y compris les grosses applications de navigateur GPS, hein, par exemple TomTom, fonctionneront bien sûr sur ce téléphone. Alors au niveau tout simplement eh bien, des fréquences. Alors au niveau de la connectivité, puisque c'est la quatrième partie de cette première partie matérielle, au niveau de la connectivité, qu'est-ce que l'on peut dire de cette connectivité? Alors on va faire ce que certains d'entre vous m'ont demandé de faire désormais, c'est-à-dire essayer de vous montrer au maximum le mode ingénieur. Donc on va y aller, hein, on va rentrer le fameux code du mode ingénieur que je ne connais pas par cœur, je vous l'avoue, hop, parce que je ne suis pas encore super familier de cette chose-là. Hop. Hop, non, je me suis planté ou quoi? Ah bah oui, je me suis planté, vous voyez? Comme quoi je suis pas hyper familier du mode ingénieur, mais enfin quoi qu'il en soit, une fois qu'on rentre dans le mode ingénieur, on arrive à avoir ces informations-là, à savoir les fréquences qui sont disponibles sur ce téléphone. Alors, premièrement en GSM, on apprend que ce téléphone est un quadriband, donc forcément, en termes de GSM, vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos SMS et vos appels, il n'y a pas de problème. Au niveau de la 3G, on est sur un téléphone qui est un triband 3G. Ce qui nous intéresse finalement en termes de fréquence 3G en France, c'est la 900 et la 2100 MHz. Alors là, on voit qu'il y a quand même un petit truc qui choque. C'est que, bizarrement, selon le constructeur, selon la fiche du constructeur, ce téléphone devrait être un 2100. Or, la fréquence 2100, on ne la voit pas. Par contre, on a la fréquence 2000. Alors apparemment, oui, ça confirme bien que ce téléphone serait un 2100 en fréquence. Voilà, d'ailleurs, on a l'information sur l'arrière de la boîte. Donc, oui, en termes de 3G, ne vous interrompez pas à ce niveau-là, c'est bien un téléphone qui est bien doté de la bonne 3G française. Au niveau de la 4G, on est doté d'un téléphone qui est donc en bande 1, bande 3, bande 7 et bande 20. Donc, on a bien enfin, il est quadriband, donc 4G, et on a bien les 3 bandes nécessaires, notamment pour la 4G, si ce n'est que, attendez, mais je suis en train de vous dire une bêtise, non, il manque la fréquence 1800 qui est utilisée par Bouygues Télécom. Alors, c'est encore un petit point de vue assez particulier. Là, je suis en train de vous dire une bêtise. Vous voyez, ce mode 3G, ce mode ingénieur, finalement, c'est une bonne chose que de vous le montrer, mais c'est une autre chose que de vous le détailler. Alors, je reprends un petit peu. Normalement, pour que ça fonctionne parfaitement bien, il faudrait la 1800, la 800 et la 2600. Eh bien, c'est ce qui est indiqué sur la boîte. Et c'est visiblement ce que me donne le mode ingénieur aussi. Voilà, donc en fait, ce que je viens de vous évoquer, et c'est le petit fail de cette vidéo, ce que je viens de vous indiquer, c'est que le constructeur lui-même, sur sa fiche technique, s'est planté et n'a pas indiqué toutes les fréquences. Donc, théoriquement, ce téléphone est un bon 3G, et théoriquement, ce téléphone est un bon 4G pour le marché hexagonal. Donc ça, c'est quand même un bon point, puisque visiblement, encore une fois de plus, il propose, vous l'avez bien compris, toutes les fréquences. Voilà. Pour le reste, en termes d'autres connectivités, eh bien, on est sur un téléphone qui propose toutes les connectivités nécessaires au marché du smartphone, en tout cas à ce que l'on attend du smartphone, à savoir du Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS, AGPS, du micro USB, du jack 3.5, etc., du double emplacement micro SIM, enfin du double emplacement, pardon, carte SIM, dual SIM, donc standby, et on a aussi du micro SD pour ajouter quelques gigas de mémoire supplémentaire, sachant que, et là je fais une petite parenthèse supplémentaire que je ne vous ai pas donnée tout à l'heure, la mémoire de stockage de ce téléphone est revendiquée donc comme étant de 8 Go lors de l'achat, lors de votre premier démarrage. Finalement, sur les 8 Go, vous n'en avez pas tout à fait 8, puisque vous en avez un peu moins de 6 Go disponibles lors du premier démarrage. Voilà, donc petite parenthèse supplémentaire. Heureusement qu'il y a bien un emplacement micro SD qui permettra d'ajouter quelques gigas supplémentaires
Autre détail que je ne vous ai pas donné, ce téléphone est bien doté d'une radio FM, que l'on retrouve ici sous le nom de émission FM, mais qui nécessite que vous branchiez le kit piéton en guise d'antenne. Voilà, donc point supplémentaire à mettre au compte de cette connectivité assez satisfaisante. On notera juste un détail, mobile chinois oblige. Ce téléphone n'étant destiné qu'à une commercialisation initiale à la Chine et que forcément vous devez importer pour l'obtenir notamment sur le marché hexagonal et plus largement en Europe et plus largement dans le reste du monde, hormis la Chine, eh bien ce téléphone n'a pas passé le DAS. Donc ce téléphone n'a pas de certification DAS réalisée, donc impossible pour moi de vous donner le score que ce téléphone propose, en tout cas que ce téléphone donne en DAS, à savoir le débit d'absorption spécifique. Est-ce que ce téléphone émet beaucoup d'ondes ou peu en utilisation? Ça, je ne peux pas vous le dire, puisque de toute façon, pour passer une certification DAS, vous le savez, il faut dépenser plusieurs milliers d'euros. Le test DAS est un test qui est très coûteux. C'est pour ça que certains constructeurs chinois notamment évitent de le passer, puisque bon, c'est quelques milliers d'euros supplémentaires, et que ces téléphones ne sont pas destinés à être commercialisés en France. Par contre, moi, principe de précaution, et vous le savez, je suis très attentif au DAS, eh bien je vous le dis, ce téléphone n'a pas passé les normes. Donc, point de vigilance, à vous de savoir si vous voulez l'acheter ou pas. Moi, vous avez mon opinion sur ce point-là. Allez, je passe. Il est donc temps d'arriver à la deuxième partie de ce test, la partie logicielle. Et vous allez le voir, ça va être relativement rapide, tout simplement parce que primo, eh bien, il n'y a pas de surcouche sur ce téléphone. On n'est pas dans le système d'exploitation Neonado, on est sur du Android, et on est sur du Android stock de chez stock, pur de dur. On est sur un Android 4.4 KitKat. Donc on va le voir tout de suite. 4.4.4, ça c'est la version qui est installée sur ce téléphone de série. Lorsque vous l'achetez, c'est celui-là. Et donc, voilà, je vous le montre, on a bien Android KitKat. Il n'y a pas de surprise. Bon, il manque quand même un petit logo là, Android au milieu. Bon, allez, fin de parenthèse. Donc, hop, Android 4.4.4 KitKat, sur lequel on retrouve tout le pack Google Apps, à savoir Gmail, à savoir Google, à savoir Maps, à savoir surtout ce qui nous intéresse ici, c'est le Play Store. Donc vous avez bien le Play Store et vous pouvez naturellement télécharger tout un tas d'applications, sachant que les seules applications que j'ai installées sur ce téléphone à l'occasion de ce test sont celles que vous voyez tout de suite ici. Epic Citadel, Asphalt, Antutu et VLC. Le reste, tout le reste ici, sont des applications de base qui sont installées par le constructeur, la marque. On retrouve même la petite application TinyDeal, ce qui prouve bien d'ailleurs l'imbrication entre le vendeur TinyDeal, le constructeur Axegeo, en tout cas la marque Axegeo. Voilà, donc on sent bien les différentes implications, les différentes interactions, imbrications qu'il y a de ces marques au sein du groupe qui détient toutes ces marques. Donc système d'exploitation plutôt simple, plutôt bon, dans le sens où c'est un Android 4.4 donc qui marche très très bien et sur lequel on n'a pas de reproche à faire. Alors petit détail, ce téléphone, est-ce qu'il sera un jour mis à jour justement en 5.0? Bon, j'ai des doutes. La marque elle-même me dit que oui. Franchement, soyons sincères, je doute que vraiment Axegeo, les équipes d'Axegeo prennent le temps de faire de la mise à jour sur un 5.0, sachant que pour le moment, ce téléphone ne peut pas être mise à jour, tout simplement parce qu'il dispose d'un processeur Mediatek et que tous les téléphones dotés de processeurs Mediatek ne peuvent pas, en mars 2015 encore, être mis à jour en Android 5.0, sachant que la 5.1 est en train de sortir en plus. Voilà, donc parenthèse, c'est un bon système d'exploitation, il est brut de chez brut. De toute façon, vous avez le Play Store, donc vous avez toutes les Google Apps nécessaires installées de base, mais à mon sens, je vous le dis honnêtement, bon, en tout cas je vous le dis clairement, honnêtement c'est à la marque de tenir ses promesses, en tout cas, franchement, selon moi, je doute que ce téléphone soit à jour un jour. C'est-à-dire que je doute qu'il soit mis en version 5.0. Ça m'étonnerait énormément. Voilà, donc il est temps de parler de l'usage de ce téléphone. Qu'est-ce que j'en pense en termes d'usage? Est-ce que c'est un téléphone qui se destine à tous? Oui, c'est clairement un Android qui est adapté à tous les usages, adapté à finalement à tout le monde, quoi. Il n'y a pas vraiment de reproche à lui faire. Donc c'est un téléphone qui correspond à tous les usages. Est-ce que c'est un bon téléphone? Oui, en termes de jeu 3D, en termes de navigation GPS, en termes de navigation web, il n'y a rien à redire, ça marche très très bien. Maintenant, il est temps de s'attarder sur l'aspect photo. Est-ce que c'est un bon appareil photo qui équipe ce téléphone? Eh bien oui. Alors la marque, encore une fois de plus, dit que c'est un téléphone qui est doté d'un capteur photo Sony. Alors pour tout vous dire, là encore une fois de plus, j'ai de sérieux doutes. Franchement, les fausses promesses de constructeurs chinois, j'en ai déjà vu, notamment sur une marque qui s'appelle Ulefone. Donc on va s'arrêter de s'engager sur des faits comme est-ce qu'il est doté d'un capteur photo Sony. Je ne peux pas vous le confirmer, de toute façon je n'ai pas pu démonter le téléphone. Donc impossible pour moi de vous le confirmer. Mais ce qui est sûr, c'est que le capteur photo de ce téléphone prend bien les photos. Ce sont des 13 mégapixels qui sont bien prises avec un autofocus qui est plutôt efficace, avec un flash LED qui marche
plutôt bien, et donc avec une belle qualité d'image. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à lui reprocher, hein, c'est un vrai bon capteur photo 13 mégapixels. Alors il y a mieux sur le marché bien sûr, hein, il y a des marques qui font des capteurs photo de meilleure qualité, il y a des marques qui font des vrais photophones, mais malgré tout, 13 mégapixels sur un téléphone à moins de 200 €, bah, il marche bien. Voilà, donc c'est un bon point. Au niveau du capteur photo frontal, le 5 mégapixels qui est donc sur la face avant, bon, il est vraiment là pour faire rigoler, il est vraiment là pour dépanner. C'est vraiment de la blague. Voilà, c'est de quoi faire quelques photos qui seront publiées sur Facebook, sur Instagram, sur ce que vous voulez. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'est pas des photos super bluffantes en termes de qualité. Mais c'est quand même mieux que le vieux capteur VGA ou le vieux capteur 1,3 mégapixels qui trône encore sur certains mobiles. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de l'usage. Il y a quand même un dernier point sur lequel il faut arriver lorsque l'on parle de l'usage, c'est l'autonomie. Donc je vous ai montré la batterie tout à l'heure, extractible, 2500 mAh, probablement format Axegio, hein. Ça m'étonnerait que ce soit un format hyper répandu, quoique je dis ça, et encore, en fait finalement je pense bien que cette batterie peut être utilisée sur d'autres mobiles, puisque c'est probablement un mobile qui est construit pour plusieurs marques à la chaîne en série. Donc, conclusion, pour vous parler de l'autonomie de ce mobile, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne cette autonomie? Elle est plutôt bonne dans le sens où lorsque vous utilisez le téléphone pendant notamment 1 heure de visionnage de vidéo, eh bien vous allez consommer uniquement, c'est mon test, entre 20 et 25% de batterie. Donc on est sur un téléphone qui présente une bonne autonomie. D'ailleurs vous le voyez, ce téléphone, on est en train de le voir en vidéo, on est en train de le tester depuis 26 minutes. Certes, je ne le sollicite pas à fond, mais son écran est allumé de façon constante et à 100% de luminosité. Et ça, c'est sans doute le truc qui bouffe le plus de batterie sur un mobile. Et bien ce que vous êtes en train de voir, c'est que ce téléphone a perdu entre 6 et 7% d'autonomie, 6 ou 7% de batterie depuis le démarrage de la vidéo. Donc c'est pas énorme, c'est pas énorme, mais c'est un bon point finalement. Donc encore un point favorable de ce téléphone, c'est finalement son autonomie. Les composants internes sont malgré tout performants, mais aussi relativement peu énergivores par rapport à d'autres gros monstres tels que des octa-core. Là on est sur un 4-core, un quad-core. Donc c'est un bon processeur qui est pas trop gourmand, qui tourne bien. On est sur un écran qui lui par contre est très gourmand parce que vous allez booster à 100% la luminosité. Mais bon, voilà, on a une bonne autonomie et c'est encore là aussi un bon point à mettre au compte de ce téléphone. Alors, clairement, il est temps d'arriver à la conclusion de ce téléphone et de vous dire, à la conclusion de ce test et vous dire ce que je pense de ce téléphone. Bon, mauvais, à acheter ou pas à acheter. Alors, est-ce que c'est un bon téléphone? Dans l'absolu, oui. Finalement, il y a un seul point que je peux lui reprocher, c'est l'absence de DAS. Donc aujourd'hui, il y a un principe de précaution quand même, c'est malheureusement le téléphone n'a pas passé la certification DAS, donc c'est dommage. Voilà, donc il y a un point déjà ici qui me titille un peu. Deuxième point, c'est quand même la notion de fréquence 3G, 4G. Aujourd'hui, on a plusieurs échos, on a le constructeur qui dit quelque chose sur ses fiches techniques, on a le mode ingénieur qui nous dit quelque chose d'autre. Je ne peux pas faire aujourd'hui clairement le test sur toutes les fréquences, sur tous les opérateurs, avec toutes les cartes SIM qu'il faut, avec toutes les fréquences 3G, 4G. Donc ce que je peux vous dire, c'est que par contre, il y a quand même une petite notion de prudence. Personnellement, j'ai tendance à dire que oui, les informations qui nous sont communiquées sont suffisamment fiables pour dire que ce téléphone est un vrai 3G entier et 4G entier, pas de partiel. Malgré tout, voilà, il y a quand même une petite notion de prudence. Donc, chose à vérifier. J'espère que le constructeur répondra à mes questions sur cet aspect-là. Outre tout ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors je reprends depuis le début le test. Est-ce qu'il a un bon écran? Oui, 720p qui marche bien, sauf que luminosité à régler à fond parce que sinon, mauvais confort. En termes de son, bon son, il n'y a rien à redire là-dessus. En termes de performance, on est sur du bon niveau. En termes de connectivité, ça je viens de vous l'évoquer avec la 3G 4G. En termes d'esthétique et de design, on est sur quelque chose de bien fait, bien assemblé, mis à part peut-être un tout petit peu de jeu au niveau des boutons, mais ça ne nuit pas à l'usage. Et le cache batterie qui est forcément très dur à enlever, mais une fois de plus, on l'enlève qu'une fois, on met les cartes SIM, mais après c'est fini, donc c'est pas vraiment un problème. Au niveau du système d'exploitation, on n'est pas sur Neonado ici, on est sur Android, et tant mieux. Neonado avait eu des problèmes de traduction lorsque je l'avais testé sur la version N1 de l'Axegio Néon. Ici, on est sur le N3, on a un Android qui marche très bien, avec toutes les applications Google, et c'est le top. On n'en demande pas plus, c'est vraiment ce qu'il faut. Après, la mise à jour Android 5.0, pardon, on va clairement la laisser de côté parce que je doute qu'elle soit faite un jour. Bon, alors passons sur cet aspect-là. Et finalement, en termes d'usage, est-ce que ce téléphone correspond à tous les usages qu'on est capable de lui demander? Est-ce qu'il fait ce qu'on lui demande en termes de jeu, en termes de surf web, en termes d'email, etc. Oui, clairement, parce qu'il marche très bien. Et en termes de qualité photo, d'ailleurs, petite parenthèse, en termes de qualité photo, on est sur un bon résultat, à mon avis, satisfaisant, sachant qu'une photo prise avec le capteur dorsal de ce téléphone sera publiée sur l'article de test disponible sur le site de Tough 4 Phone, que je vous engage tout simplement à consulter. Voilà, donc sachez que si vous voulez voir vous-même vos propres yeux, je vais y arriver, décidément je bafouille,
Si vous avez envie d'avoir votre propre appréciation sur la capacité de ce téléphone à prendre des vraies bonnes photos ou pas, hein, eh bien rendez-vous sur l'article de test de Tough for Phone de ce même mobile. Vous avez un échantillon photo publié tout simplement. Conclusion de la conclusion alors finalement. Est-ce que c'est un mobile à acheter ou pas? Eh ben, ça c'est un petit peu à vous de le dire parce que on est quand même sur un mobile si on ajoute les frais de douane et le recouvrement de la TVA par le transporteur si sympathique dont le nom est en 3 lettres. Si on fait justement le total de toutes ces dépenses, on arrive à 200 €. 200 € pour ce mobile, eh bien ça commence malgré tout à être un petit peu cher sur le marché hexagonal puisque depuis fin 2014, début 2015, on voit de plus en plus de bons mobiles, de vrais bons mobiles, commercialisés officiellement par les marques. Alors elles ne sont pas françaises, elles ont parfois des noms, parfois des actionnariats qui sont français. On va citer notamment Arcos, qui est, bon là pour le coup principalement française, Wiko, dont le capital est détenu à 95% par des Chinois. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ce sont des marques qui commercialisent officiellement leur mobile en France, avec les certifications TAS d'ailleurs. On va citer aussi Acer par exemple, qui est une marque taïwanaise, mais qui certifie aussi ses téléphones DAS et qui les commercialise officiellement en France. Bon, il y a tout un tas de marques comme ça concurrentes ici à cet axe jaune Neo N3 qui font du bon mobile pour 200 € avec de la vraie 4G, etc. Donc voilà. Conclusion, vous l'avez compris hein, finalement. Est-ce que c'est un bon mobile? Oui. Est-ce que c'est un mobile que je vous recommande à l'achat? Oui, si vous cherchez principalement le design, puisque finalement l'avantage de ce téléphone c'est quoi? C'est son design. C'est son design en métal, ce qui n'est pas le cas d'autres téléphones proposés officiellement en France qui ont certes au moins les mêmes spécifications, qui ont à contrario le DAS, qui ont à contrario une garantie de 2 ans, alors que ce téléphone est garanti qu'1 an, hein, encore une fois de plus, c'est que vous devez le renvoyer en Chine pour faire intervenir la garantie. Vous voyez, il y a un petit peu quand même, hein, bon, quand on l'achète en import, il y a quelques petites choses qui se passent hein, quand même. Il faut payer la douane, bien sûr, il faut accepter la garantie d'1 an, il faut accepter voilà, tout un tas de petites choses. Mais voilà, finalement, si vous cherchez un mobile qui est un bon compromis, finalement, qui est homogène, mais qui a un très bon design en métal, hein, c'est du métal, c'est sympa, hein, ça respire la qualité malgré tout, ça fait pas aussi cheap que certains autres mobiles commercialisés officiellement en France à 200 €. Donc voilà, si c'est ça que vous recherchez, oui, c'est un bon mobile. Mais pour le reste, malgré tout, il faut être franc, il y a tellement de concurrents, il y a tellement d'alternatives en France à ce mobile à 200 € que finalement, on en arrive même à se demander, mais pourquoi encore essayer de jouer la carte de l'import sur des téléphones qui sont entrée de gamme, moyenne gamme? Est-ce que finalement, quand on achète un mobile en import, est-ce qu'il vaut mieux pas viser le haut de gamme à 300 €? Bon, ça finalement, c'est à vous de me dire en conclusion, en commentaire, hein, dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à donner votre propre opinion. Moi, je viens de vous la donner. C'est un peu une question, c'est une opinion sous forme de question. C'est est-ce que lorsque l'on achète un mobile aujourd'hui en France à 200 €, est-ce que l'on a vraiment envie de faire de l'import à 200 €? Est-ce que lorsque l'on fait de l'import, finalement, on n'a pas envie de mettre un tout petit peu plus pour avoir un mobile de dingue à 300 €? Voilà, c'est à vous de le dire dans les commentaires. En tout cas, moi, vous avez mon opinion, je vous l'ai donné clairement. Est-ce que c'est un bon ou mauvais mobile? C'est un bon mobile, est-ce qu'il faut l'acheter? Ça, c'est à vous de le dire. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo donc, qui dure depuis plus de 30 minutes. C'était le test de, je le répète, l'Axegio Neon N3. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour bien sûr d'autres vidéos de présentation, de déballage, mais surtout de tests. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.